9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Je pense sincèrement que les Français ne nous pardonneraient pas de préférer les intérêts particuliers à l'avenir de la nation. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes. Eh ben, Marine Le Pen lui a répondu, juste après cette prise de position hier. Au moment où je vous parle, est déposée une motion de censure. Donc nous déposons une motion de censure et nous voterons la censure du gouvernement. Les choses étaient claires. M. Barnier n'a pas souhaité répondre à la demande des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il a dit que chacun assumerait ses responsabilités. Nous assumerons donc les nôtres. Bon, alors voilà, double censure déposée. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui et demain. C'est peut-être pas joué. Benoît Perrin, bonjour. Vous êtes directeur de Contribuables Associés. Je ne vais pas vous demander de commenter en fait la politique. Vous êtes plus spécialisé sur les questions effectivement d'argent. Mais ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que évidemment, ça rend encore plus incertain justement ces questions d'argent, d'impôts pour tout le monde, pour les particuliers, cette situation. Alors c'est très juste, et effectivement je ne vais pas faire de politique, mais je me permets juste de rappeler quelque chose, c'est en fait la crise budgétaire qui est à l'origine de la crise politique et pas l'inverse. Donc faut pas à mon avis inverser les causes et les conséquences. C'est ça. C'est parce que le budget est mal géré depuis tant d'années qu'en fait aujourd'hui on se retrouve avec une instabilité majeure. Ouais. Alors après très concrètement, j'ai pas tellement peur pour le fonctionnement du pays, puisque comme vous le savez, il y a pas mal de dispositifs, notamment dans la Constitution, qui permettent en fait de continuer à payer les fonctionnaires, exactement, donc continuer à fonctionner. Ce qui m'inquiète davantage, c'est la réaction des marchés financiers, dont on sait déjà qu'ils sont préoccupés. Il suffit de regarder très simplement les taux d'intérêt, c'est-à-dire les taux auxquels la France emprunte. Et comme vous savez, la France est obligée de beaucoup emprunter tous les ans. Là, en 2025, on va emprunter 300 milliards. 300 milliards, c'est 30 fois le budget de la justice. Donc en fait, on doit quand même se préoccuper de la perception qu'ont les marchés de nos finances publiques. Parce qu'en fait, on est très tributaire des marchés. Et si nos comptes étaient en quelque sorte mieux gérés, c'est-à-dire si on était obligé de moins emprunter de l'argent, on pourrait se dire, en fait, en gros, c'est une affaire française. Sauf que la difficulté, c'est qu'en fait, on doit emprunter tout le temps de l'argent. Si Michel Barnier tombe, c'est aussi parce que d'un côté, il voulait faire des économies et de l'autre, mettre des taxes pour faire rentrer plus d'argent, justement, aussi. Alors là aussi, je crois qu'il y a aussi une présentation des choses qui a été quelque peu erronée par le gouvernement. Très concrètement, vous vous souvenez, prévu un effort budgétaire de 60 milliards, 40 milliards de baisse de la dépense publique, 20 milliards d'hausse d'impôts. Et en fait, très rapidement, on s'est aperçu, et d'ailleurs le Haut Conseil des finances publiques l'a dit très rapidement, qui dépend de la Cour des comptes, l'a dit très rapidement, en disant en fait non, l'effort sera pas de 60 milliards, mais plutôt de 42 milliards. Et sur ces 42 milliards, il y aura à peu près 70% d'hausse d'impôts et 30% de baisse de la dépense publique. Donc en fait, le budget qui était présenté, de toute façon, comportait énormément de taxes. Et de toute façon, n'aurait pas permis de sauver les finances françaises. L'objectif, vous savez, était de 5% de déficit. Objectivement, personne ne croit, même avec le budget initial, qu'on les aurait atteints. Vous nous donnez les affaires, on s'en occupe et on sera à 3%. Je vois pas trop comment. Mais c'est-à-dire qu'en augmentant, vous savez, c'est la fameuse courbe de l'affaire, c'est-à-dire que trop d'impôts tue l'impôt. Avec eux, il est évident que l'année N, vous avez probablement beaucoup d'impôts, et donc si vous permet peut-être de réduire votre déficit, seulement vous tuez pendant des années l'économie française, donc en fait vous en relevez jamais. C'est ça. Alors après, on cherche et on continue de chercher tout de même des solutions pour baisser en fait nos dépenses, s'il faut les baisser. Est-ce que c'est dans notre intérêt de baisser en fait nos dépenses? Alors là aussi, je crois que les personnalités politiques présente le problème dans le mauvais sens. Vous savez, la fameuse histoire des 6% de déficit en 2014, est-ce que le gouvernement était au courant, est-ce qu'il n'était pas au courant? On ne sait pas trop, même si beaucoup d'indices laissent à penser qu'ils étaient au courant de cette forte dégradation du déficit public. Et ils nous expliquent quoi? Ils nous expliquent oui, mais il y a un gros déficit parce qu'on s'est trompé sur les recettes. C'est la faute de la direction du Trésor qui nous a remonté des informations de recettes qui étaient beaucoup trop optimistes. Ça, c'est sur 2024, exactement.
Exactement. dit 2014. Pardon, 2025, excusez-moi. 2024, ouais. Et donc du coup, on nous dit, en gros, la France, si on a tant de déficit, parce qu'il y a un problème justement de recettes. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Le problème en France, c'est qu'on a un problème de dépenses. Je rappelle juste un chiffre, 58%, c'est le taux de dépenses publiques par rapport à notre richesse nationale. Si on regarde la moyenne de l'Union européenne, on est à 50%. Donc vous voyez, on a 7 points de plus de dépenses publiques par rapport à nos voisins. 7 points de plus, c'est à peu près 200 milliards, pour vous donner un ordre d'idée. Donc en fait, en France, on est le pays où on dépense le plus, et on le sait, on est le pays qui taxe le plus. Et il y a encore des responsables politiques qui osent nous dire que le problème, c'est qu'on ne perçoit pas assez d'argent. Non, le problème, c'est qu'on dépense trop d'argent. Et si vous dépensez trop d'argent, eh bien, ça pénalise considérablement l'économie, et on voit bien que globalement, on a des dépenses dans beaucoup de domaines qui sont inutiles. Oui, alors il y a parmi ces questions, justement, le fameux millefeuille administratif, dont on parle beaucoup. En ligne avec nous, Boris Ravignon, qui est le maire de Charleville-Mézières, qui a écrit un très bon rapport, qui a été remis au gouvernement. Il n'y a pas forcément eu de suite, mais sur le coup du millefeuille administratif. Bonjour Boris Ravignon. Bonjour. Merci d'être avec nous en duplex. Vous aviez écrit justement cela. Il y a de cela quelques mois sur ce coup du millefeuille administratif avec des pistes et des solutions. Oui, tout à fait. On a à la fois, il y a deux choses. Il y a d'abord un enchevêtrement des responsabilités, des compétences qui fait que très honnêtement le citoyen, comme parfois même les journalistes, les hommes politiques eux-mêmes, ont du mal à s'y retrouver dans qui est responsable de quelle politique publique, qui la met en œuvre, quelles sont les vraies compétences et responsabilités de chacun. Et tout ça nous coûte terriblement cher parce que c'est effroyablement mal organisé. Et puis il y a un autre aspect qui ce sont les normes que l'État, l'administration d'État a généralement créées, suscitées et mis en œuvre et qui pèsent sur les collectivités et qui elles aussi coûtent très cher. Sur le premier sujet, on a un chiffrage qui était autour de 7 milliards et demi qu'on pourrait gagner en allant simplifier et en revenant à quelque chose de beaucoup plus simple, qui est que chaque niveau d'administration ait des responsabilités clairement identifiées et les compétences pour les mettre en œuvre. Et puis sur les normes, on a là un chantier qui est un chantier de la simplification et qui est presque infini, parce que à chaque fois qu'on produit une norme, eh bien en général on complexifie le dispositif. Donc il y a vraiment un travail de détricotage complet de notre édifice normatif sur plein de sujets pour que ça nous coûte moins cher et qu'on revienne aux vrais objectifs que nous poursuivons. Oui, c'est ça. Ça rentre dans les comptes, Benoît Perrin, des économies en fait possibles. Ça, quand on dit 7 milliards, là par exemple, 7 milliards et demi possibles, plus d'autres où on n'a pas encore chiffré sur les conséquences sur les normes. Ça, c'est une piste, quoi, sur ce que nous dit Boris Ravignon, qui reste encore quelques minutes avec nous. C'est effectivement une excellente piste. Le rapport est d'ailleurs tout à fait excellent. Mais vous voyez, il est, je crois, un peu un des problèmes qu'on rencontre en France, c'est qu'en fait, les solutions, on les a. On sait qu'il y a un problème de millefeuille administrative. On sait qu'il y a trop de fonctionnaires. On sait qu'il y a de la fraude sociale. On sait qu'il y a trop de normes. On sait qu'il y a trop d'agences. Tout ça, en fait, on en parle depuis 20 ans. Donc, des rapports, il y en a à l'appel. Le sujet, c'est qui prendra enfin les mesures adéquates pour réduire cette dépense publique qui, encore une fois, pénalise tout le monde. Personne n'ose. Le sujet, c'est ça, c'est que c'est pas tant qu'on n'a pas qu'on pose pas le bon diagnostic, qu'on n'a pas les bonnes solutions, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui l'incarnation politique qui osera dire aux Français qu'à sur certains points, il faut effectivement rationaliser la dépense publique. Donc c'est du courage politique. Non, mais c'est vrai. Très concrètement, vous, Boris Ravignon, quand vous avez présenté en fait ce rapport, comment il a été perçu et reçu? Qu'est-ce que vous ont dit d'autres vos collègues, d'autres responsables politiques? Alors ça suscite forcément tout de suite beaucoup de discussions, mais il y avait malgré tout, je dirais, un constat qui était partagé, et les ministres qui me l'avaient commandé, ce rapport, je crois, était plutôt satisfait effectivement de faire apparaître ce que nous permettrait de gagner une vraie simplification. C'est vrai qu'on est entré ensuite, je l'ai rendu au mois de mai, on est entré ensuite dans une période de très grande instabilité avec des dissolutions que personne n'avait prévues, et donc là c'est vrai qu'il y a on se retrouve dans une situation où on a de plus en plus les conditions qui rendraient la mise en œuvre de telles propositions, celle-ci ou d'autres, ça devient urgent de les mettre en œuvre et on n'a plus de capitaine pour le faire et pour fixer ce cap. Et c'est ça qui, je crois, est effectivement assez inquiétant aujourd'hui. Alors,
malgré tout pas désespéré. Moi, je suis persuadé que les circonstances dans lesquelles nous arrivons, et la crise financière qui a été évoquée il y a quelques instants, eh bien, je crois qu'elle ne va pas nous laisser le choix. On va devoir effectivement en passer, peut-être est-ce un travers assez français. Ouais. D'attendre l'extrême nécessité de devoir agir pour le faire vraiment. Oui, mais alors, sauf qu'il y a deux camps qui sont complètement opposés à ça. Il y a un camp qui vous suivrait plutôt, et puis, d'ailleurs, c'est même pas une question de gauche-droite, parce que à la fois LFI et le Rassemblement National, je pense, sont opposés un petit peu aussi à ces économies, etc. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle le dit très clairement, et ses observations sont celles d'une leader qui serait plutôt à gauche, entre guillemets, bien sûr, quoi. Boris Ravignon. Oui, alors la question, c'est vraiment de quels moyens disposons-nous. Oui. Je pense qu'on va vraiment se retrouver potentiellement dans quelques semaines. Je ne le souhaite absolument pas, mais dans un moment où il va falloir que l'État et que la France mette en avant des économies. On a pas le choix de décider, je crois, de devoir finalement rassurer ceux qui représentent quand même la moitié. Nos emprunts, on parlait tout à l'heure de 300 milliards, on va effectivement emprunter l'équivalent de nos recettes fiscales dans l'année qui vient. Ce qui est colossal. Et les gens naturellement qui nous prêtent à ce moment-là, eh bien, ils demandent des gages de crédibilité. Et effectivement, crédibilité, elle n'est pas du côté d'une hausse d'un taux de prélèvement qui est déjà le plus élevé de tous les grands pays, mais clairement dans le fait de faire aujourd'hui des économies. Et c'est ce qui est prodigieux, c'est qu'on peut faire des économies sans dégrader le service public, parce que tout ce dont on parle là, les économies sur le millefeuille administratif, ce ne sont pas des économies qui touchent à l'essentiel, ça ne touche pas les citoyens, ça touche le fonctionnement des administrations entre elles. C'est ça qui est incroyable. Qui est assez incroyable. Merci en tout cas Boris Ravignon d'avoir été avec nous. Nous poursuivons dans un instant avec Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Si vous voulez réagir, si vous avez des pistes, des réflexions, 0826 300 300, vous le savez, vous avez la parole jusqu'à 10h avant de retrouver Valérie Expert et Gilles Gansman qui seront avec Enora Malagré tout à l'heure dans la partie média. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Donc on a vu tout à l'heure avec Boris Ravignon que, puisque l'origine de cette crise politique que l'on vit, c'est évidemment les problèmes financiers que l'on a. Si nous n'avions pas de problèmes financiers, finalement, en dehors de choix fondamentaux quand même, certes pour la société, mais ça irait plutôt bien. Sauf qu'on est quand même dans la seringue, comme disent certains, Benoît Perrin. Alors la difficulté que nous rencontrons, et on le dénonce pour le coup depuis des années à Contribuables Associés, c'est que on a des responsables politiques qui n'ont pas voulu prendre les mesures adéquates. Et il y a des pays, vous savez, il y a par exemple, je pense à l'Irlande, je pense à la Suède, qui se sont réformés de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait des responsables politiques qui ont osé prendre les mesures qu'il fallait pour redresser les comptes, avec le soutien de la population. Premier point. Deuxième point. C'est pour ça que vous essayez de mobiliser, vous, à travers Contribuables Associés. Exactement. Et deuxième point, que ce soit la droite ou la gauche, dans ces pays-là, en fait, ils ont poursuivi la même politique. C'est-à-dire qu'ils ont réformé leur système de protection sociale. Donc, il y a des pays qui font ça de l'intérieur parce qu'ils ont des responsables politiques qui ont le courage de le faire. Et puis, il y a des pays, malheureusement, et la France en fait partie, où en fait, sans mobilisation des citoyens, ou sans la pression de l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi ? C'est l'Union européenne d'une part, même si on sait très bien qu'il ne va pas nous arriver grand-chose a priori. En revanche, on en a parlé tout à l'heure, vous avez la pression extérieure centrale, c'est la pression des marchés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'année prochaine, on va quasiment consacrer autant d'argent au remboursement des intérêts de la dette, je ne parle pas du capital, des intérêts de la dette, que nous allons consacrer de l'argent à nos écoles. Je veux dire, c'est frapper au coin du bon sens que de se dire qu'il y a un problème. Je veux dire, on va enrichir nos créanciers et avec cet argent, et par définition, cet argent-là va pas servir à nos écoles, va pas servir à la police, va pas servir à la justice, va pas servir aux transports, qui sont en fait en gros les secteurs qui, pour le coup, ont besoin de moyens. Donc c'est de l'argent, vraiment, c'est de l'argent gaspillé. Et je crois que ce qui est fondamental, c'est ça. Gaspillé. Certains vous diront non, c'est pas gaspillé, c'est parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Alors justement, et ça c'est aussi la question centrale. La dépense publique, ce qui est particulier, c'est qu'elle est illimitée. Vous demandez aux gens, est-ce que vous voulez une piscine dans votre commune ? Tout le monde va vous dire oui. En revanche, si le maire qui va construire sa piscine dit aux citoyens, très bien, on construit la piscine, mais voilà combien ça va vous coûter, là je suis persuadé que les citoyens vont dire, finalement on va peut-être réfléchir avant de construire la piscine, la médiathèque, tout que sais-je. Ce que je veux dire par là, c'est que le besoin en protection sociale, il est illimité.
Mais la vie, enfin, je veux dire, dans tous les sujets, il y a des limites. La protection sociale, elle a aussi des limites. La dépense publique, elle peut avoir des limites parce que sinon, je veux dire, tout est ouvert. Et j'aimerais, je vous promets que j'aimerais qu'on puisse avoir de l'argent qui tombe du ciel. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. Ouais. Et ce que je reproche vraiment fondamentalement à nos responsables politiques, c'est justement qu'ils n'ont pas su dire non. Et en fait, ils ont cédé à la politique du chèque depuis des années. Ils ont cédé aux revendications d'un certain nombre de catégories de la population. Et je crois que ce qui fait la force d'un homme politique, c'est justement la capacité de dire non. Ce qui est, un chef d'entreprise, il est capable de dire non. Un chef de famille, il est capable de dire non. Un manager dans son entreprise, il est capable de dire non. Bah oui. Et s'il dit pas non, eh ben c'est la ruine. C'est la ruine. C'est la ruine. Et le problème, c'est justement, on n'a que des responsables politiques qui ont dit oui à tout depuis 50 ans. Alors, justement, pour ça aussi, pour le grand public, il faudrait savoir ce qui coûte vraiment très cher, quoi. Il y a des initiatives qui arrivent sur la transparence des coûts. Par exemple, vous allez à l'hôpital. Là, j'ai l'exemple de quelqu'un qui a reçu sa facture. C'est pas lui qui les paye. Hein, c'est remboursé, il y a des assurances, il y a des mutuelles. Mais quand même, il a vu que son séjour, je ne sais plus de quelques jours, coûte 26 000 €. Voilà, il a passé une dizaine de jours et ça coûte 26 000 €. Est-ce que on devrait aller sur la dépense publique à chaque fois sur ce détail? Voilà ce que vous coûte. Voilà, vous faites ci, vous faites ça, ça vous coûte tant. C'est pas gratuit, quoi, en fait. Ça, c'est une excellente initiative. Parce que l'autre problème de la dépense publique, exactement. L'autre problème de la dépense publique, c'est si on se cantonne aux besoins des gens, c'est illimité. Et deux, il y a un problème avec le signal prix. Plus personne ne sait combien ça coûte. Il y a le gouvernement, juste après les Gilets jaunes, qui avait mis en place un site qui permettait d'avoir un peu de transparence et qui permettait notamment de savoir qu'un passage aux urgences coûtait 250 €, qu'un accouchement coûtait entre 3 et 6 000 €. Parce qu'en fait, c'est vrai que si on n'a pas la notion des prix, forcément, on n'a pas la notion de la limite. Oui, mais si vous avez un site, personne n'ira voir ce site, quoi. Non, mais en tout cas, l'histoire de la facturation des services publics, au moins facialement, c'est fondamental parce que ça permet simplement d'ouvrir les yeux des Français sur ce qu'on leur cache depuis trop d'années, c'est-à-dire justement le coût de leurs services publics, sachant qu'au final, c'est eux qui le payent. Et si c'est pas eux qui le payent, c'est leurs enfants qui le paieront avec la dette. Alors, j'imagine, vous allez me dire, tiens, oui, mais on va payer des gens de nouveau pour faire ça et ça va être des coûts supplémentaires. Oui, sauf qu'aujourd'hui, tout va très vite. Il y a notamment l'intelligence artificielle et vous allez voir que ça va changer en fait clairement les choses. Hein. Et la productivité des fonctionnaires va être largement améliorée. Évidemment. Allez, dans un instant, c'est Valérie Expert. André Berkoff, recevra ce midi Nicolas Dupont-Aignan dans la deuxième partie à 13h. Et puis tous les programmes du jour.